Bon matin. Alors, merci d'être venu répondre à cette invitation du comité Équité, Diversité, Inclusion du Centre de recherche du CHUM. Unis avec le CHUM, nous avons souhaité marquer cette célébration du mois de l'histoire des Noirs par deux panels. Donc, on va démarrer avec la conférence de 9h30, la santé des personnes et des communautés noires, quelle recherche? Alors, nous allons avoir dans le panel euh, quatre médecins, chercheuses, chercheurs, avec une panéliste qui est une future chercheuse, évidemment. Euh, je vais inviter Mme Kani à prendre la parole pour démarrer le panel parce que nous allons avoir deux panels à la suite, donc je ne vais pas monopoliser la parole. Mme Kani, à toi la parole. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être aujourd'hui avec nous pour ce panel qui est organisé dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs sur un sujet essentiel, donc la recherche sur la santé des personnes et des communautés noires. Donc, nous avons le privilège d'accueillir aujourd'hui quatre experts au parcours inspirant. De gauche à droite, nous avons Geneviève Gagné. Geneviève est travailleuse sociale à la clinique JAP du CHUM depuis 2010 et détentrice d'une maîtrise en service social de l'Université McGill obtenue en 2015. Elle est aussi responsable de la formation continue à l'Association québécoise des programmes de premiers épisodes psychotiques et chercheuse professionnelle de la santé au Centre de recherche du CHUM. Elle s'engage pour une meilleure réponse aux enjeux entourant l'intervention psychosociale en contexte interculturel auprès des jeunes et de leur entourage dans les cliniques des premiers épisodes psychotiques depuis plusieurs années. Elle est aussi très impliquée avec les pères aidantes, familles et patients, patientes partenaires pour faire valoir leurs expertises dans le réseau de la santé. Plus récemment, elle a participé à la mise sur pied de projets pour un meilleur accès aux soins en santé mentale en Afrique de l'Ouest en collaboration avec un groupe associatif local au Togo. Nous avons aussi donc Dr Christian Staff, qui est neurologue et clinicien enseignant au département de neurologie du CHUM, ainsi que professeur titulaire au département de neurosciences de l'Université de Montréal. Il est directeur adjoint scientifique à la recherche clinique du CRCHUM, spécialiste reconnu en neurologie vasculaire. Il consacre ses recherches aux pathologies neurovasculaires, à l'épidémiologie et aux essais thérapeutiques. Son expertise couvre notamment l'accident vasculaire cérébral, AVC, les malformations vasculaires cérébrales et les maladies hémorragiques neurovasculaires. Donc, à travers ses travaux, le Dr Staff contribue activement à l'avancement des connaissances et au développement de nouvelles approches cliniques pour améliorer la prise en charge des patients atteints de ces pathologies complexes. Puis son engagement dans la recherche clinique et les essais thérapeutiques en fait un acteur clé dans l'évolution des traitements en neurologie vasculaire. Nous avons aussi Dr Dominique Trudel. Donc, Dr Trudel est professeur agrégé de clinique à la faculté de médecine de l'Université de Montréal au département de pathologie et biologie cellulaire, ainsi que chercheuse régulière au centre de recherche et chercheur membre de l'Institut du cancer de Montréal, l'ICM. Elle est pathologiste spécialisée en pathologie génito-urinaire et moléculaire. Elle est également chercheuse clinicienne du FRQS, niveau senior. Ses recherches se concentrent sur le carcinome intracanélaire de la prostate, un sous-type agressif du cancer de la prostate. Son objectif est de mieux caractériser cette maladie en définissant ses critères histologiques, diagnostiques, pronostiques et de réponse au traitement afin d'améliorer la prise en charge des patients. Sensible aux enjeux d'équité en recherche, la Dr Trudel et son équipe élargissent aujourd'hui leurs travaux pour inclure des populations sous-étudiées, contribuant ainsi à une meilleure représentativité et à des avancées scientifiques bénéfiques pour tous. Et finalement, nous avons aussi Dr Saïma Hassan. Donc, Dr Hassan est chirurgienne oncologue au département de chirurgie du CHUM et professeure agrégée de la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Elle est également titulaire de la chaire Banque Scotia en diagnostic et traitement du cancer du sein, directrice administrative du groupe de recherche en cancer du sein, ainsi que chercheuse membre de l'Institut du cancer de Montréal et du centre de recherche du CHUM. Spécialiste en cancer du sein triple négatif, la Dr Hassan mène des recherches translationnelles visant à identifier des biomarqueurs prédictifs et développer de nouvelles thérapies combinées, notamment à l'aide des inhibiteurs de PARP et de l'intelligence artificielle.
Elle s'intéresse également à l'inhibition du développement des métastases et à l'amélioration du diagnostic et du pronostic du cancer du sein. Sur le plan clinique, elle participe activement à des essais de phase 2 et 3 en collaboration avec des groupes de recherche coopératifs, ainsi qu'à des études menées à l'initiative des chercheurs. Donc, merci à vous quatre d'être parmi nous. Et donc, pour donner un peu de contexte, les inégalités en matière de santé touchant les communautés noires sont une réalité qui est bien documentée, que ce soit au niveau de l'accès des soins, de la reconnaissance des besoins spécifiques ou encore de la participation aux recherches scientifiques. Et donc, ce panel, il vise à explorer comment la recherche en fait, contribue à comprendre et à résoudre ces enjeux. Mais avant de parler de vos travaux de recherche, en fait, abordons un enjeu fondamental sur lequel plusieurs d'entre vous ont insisté lors de nos échanges préparatoires, la représentativité en recherche. Le manque de chercheurs et chercheuses issus de la communauté noire, notamment au CRCHUM, est une réalité. Selon vous, pourquoi cette représentation fait-elle encore défaut et quelles initiatives pourraient aider à promouvoir une plus grande diversité et inclusion parmi les chercheurs et chercheuses? Je ne sais pas qui veut commencer. Oui, ça marche? OK. Mais en fait, oui, je trouve que c'est vraiment important. Je dis, c'est quand même particulier qu'on ait une table pour le mois d'histoire des Noirs, puis qu'on ait juste des personnes blanches, à l'exception de notre animatrice. Je pense que c'est l'éléphant dans la pièce, là. J'ai mon impression, puis ça se reproduit aussi dans la clinique, là. Moi, je suis plus une clinicienne qu'une chercheuse. J'ai commencé à faire des projets de recherche dans les 3, 4 dernières années. Mais dans la clinique, on vit la même chose aussi. On a des cliniques qui sont majoritairement menées par des professionnels qui sont souvent blancs, cisgenres, etc. Puis ce qu'on voit, c'est qu'en fait, ça commence dès l'université. Puis j'aurais envie de mettre en lumière hier, je faisais venir un conférencier dans notre clinique pour nous aider à réfléchir sur la sécurisation culturelle. Puis lui, il étudiait à l'université Dalhousie en Nouvelle-Écosse. Puis là-bas, ils ont fait un projet qui était de faire un bac en travail social. Ils ont fait une cohorte qui était sur le travail social afrocentrique. Puis, ils avaient fait un effort d'avoir des frais de scolarité qui étaient levés. Puis, ça a permis d'avoir une cohorte d'étudiants il y avait une majorité, 80 de Nouvelle-Écosse, et puis 20 qui pouvaient venir du reste du Canada, puis ils ont pu aller chercher beaucoup de jeunes qui n'avaient pas encore d'éducation postsecondaire, puis les amener vers l'université là, grâce à ce projet-là. Fait que je pense que c'est important de commencer dès les universités quand on a le pouvoir d'influence, là. Puis sinon, à plus petite échelle, je pense que c'est dans nos équipes de faire l'extra effort d'aller chercher des gens qui sont racisés ou de communautés qui sont minorisées pour leur permettre d'avoir accès aux places, en fait, là. Oui, je pense la disparité de la participation des communautés noires dans l'intégralité de la société québécoise est une réalité. Mais quand on regarde notre propre lieu d'exercice ici, moi, je pense qu'on peut témoigner de quelque chose qui est en train de bouger. L'hôpital, qui est un colosse qui prend du temps à bouger, on voit que la pyramide de participation à les communautés noires a encore une base très large avec, si je me considère plus au haut en tant que médecin de la pyramide, j'ai très peu de collègues noirs ou avec des origines africaines. Vous traversez la rue, vous êtes au centre de recherche. Et moi, je constate quelque chose que je trouve très beau, c'est que le pourcentage d'étudiants, de post-doc, de jeunes chercheurs qui s'identifient en tant que noirs est tellement important, sans que je puisse vous donner de chiffres. Et ça indique que c'est des carrières qui se développent. Des carrières d'étudiants, de post-doc, de jeunes chercheurs noirs qui entrent dans cette pyramide et qui sont en plein milieu dedans. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très encourageant, aussi dans le sens que le CRCHUM semble offrir une politique d'inclusion, de soutien de carrière qui rend tout ça possible.
Mais il y a aussi, c'est quelque chose que je remarque aussi là, dans la population étudiantine, il y a une augmentation du nombre de personnes noires qu'on voit. Par contre, ce qu'on peut remarquer, là, pour d'autres choses complètement, là, des fois que je suis en train d'écrire des demandes de subvention, je suis allée voir sur le site de l'INRS Armand-Frappier. Puis, à l'INRS Armand-Frappier, il y a une diversité raciale, juste à voir les photos. Donc, il y a quelque chose qui est possible de faire, qui est possiblement lié à la culture institutionnelle de l'Université de Montréal. Puis, on en a discuté là, dans le comité équité, diversité, inclusion. Puis, l'hypothèse a été amenée que c'est probablement à cause des campus décentrés où le campus de l'Université de Montréal n'est pas facilement accessible quand tu es dans une situation qui ne te met pas autant privilégié que tes collègues blancs. Donc, mais c'est possible. C'est possible de le faire. Il y a possibilité de changer les choses. Et probablement que le CHUM, on est un peu en retard là-dessus par rapport à d'autres universités québécoises. Oui, je suis d'accord avec les sentiments à date au niveau des... je pense que les choses bougent ici au CHUM. Il y a des changements qui sont venus dans les dernières années. Puis c'est vraiment réfléchissant à voir qu'il y a de plus en plus de différentes cultures qui sont impliquées, soit dans le contexte des étudiants, mais également au niveau des projets, des chercheurs. Il y a beaucoup de diversité dans les différents genres de projets qui sont en train d'être poursuivre. Par contre, au niveau de recrutement, je pense que c'est un effort qu'on devrait essayer de vraiment mettre les affiches de postes un petit peu partout pour être capable d'attirer des gens, les personnes de couleur, les personnes noires, et également de mettre en vedette les personnes qui sont ici et également les projets qui sont en cours pour les gens à savoir que oui, il y a une possibilité et on peut s'intégrer ici. Puis, il peut avoir une carrière également ici. Puis, c'est juste quelquefois, les choses ne sont pas vraiment out there, ne sont pas vraiment dehors. Donc, on a besoin de mettre ça plus en vedette pour essayer d'attirer de plus en plus de personnes. Merci beaucoup pour ces réflexions. J'aimerais maintenant poser une question simple mais importante. Qu'est-ce qui vous a motivé personnellement à vous pencher sur la santé des communautés noires dans vos recherches? On recommence dans le même sens. OK. Ben, en fait, comme je disais, moi, je suis surtout clinicienne. Là, depuis 2010, je travaille dans les cliniques d'intervention précoce pour la psychose. Puis, ce qui m'a poussée, en fait, à aller faire une maîtrise, c'était les chiffres, en fait. Un constat clinique d'une part, là, mais les chiffres aussi. Il faut savoir que la psychose, dans la population générale, l'occurrence, c'est environ 3%. Puis, ce que j'ai réalisé là, au début de ma pratique dans notre clinique, c'est que dans nos chiffres à nous, ce qu'on réalisait, puis un peu partout dans le monde, ça ressort aussi, c'est que pour les jeunes qui sont migrants et racisés, on est plus dans le double. Hein. Donc, on va plus vers le 6%, puis dans les populations noires, c'est vraiment quelque chose qu'on voit. Puis, à la base, ce qu'on pensait, c'est que c'est les facteurs de migration, mais ce qu'on a réalisé, c'est qu'en fait, les jeunes de deuxième puis même de troisième génération, on va avoir les mêmes taux. Donc, pour moi, c'était quelque chose d'alarmant. Puis l'autre chose, c'est qu'on réalisait aussi que on perdait davantage les jeunes dans le suivi. Puis ça, c'est vraiment une priorité qu'on a de pouvoir garder les jeunes puis les amener à se rétablir. Mais que quand on réussissait à les garder, le pronostic était souvent même meilleur. Fait qu'on voyait que ça vaut le coup. Puis c'est vraiment un enjeu, en fait, de qualité des soins que d'être capable de travailler comme il faut avec ces jeunes-là. Donc, à la base, ça a été vraiment ça. Puis ensuite, j'ai trouvé le fait que j'ai un fort attachement pour l'Afrique de l'Ouest parce que mon conjoint est togolais puis mes filles sont métisses. Puis à travers mon conjoint, à travers mes filles, j'ai appris le racisme en fait de l'intérieur. C'est une éducation qui est assez malheureuse, mais qui est réelle. J'ai vécu à travers eux puis à travers elles. Qu'est-ce que ça veut dire être noir au Canada, même en 2015, 20, 2025. Donc, ça a ancré aussi mon désir d'engagement. Puis, je pense que ce qui est le plus important pour moi là-dedans, en fait, c'est de toujours rester dans l'humilité que moi, je
la position dans laquelle moi je suis, la personne que je suis, puis d'essayer de faire le plus possible les travaux, aller chercher des alliances, en fait, aller chercher la possibilité de travailler avec les gens, parce que je pense qu'il n'y a rien qu'on peut faire pour quelqu'un si on n'est pas dans sa position, là. Fait que d'où l'importance pour moi de travailler dans des approches de co-construction, puis avec les personnes qui ont l'expérience vécue. Oui, moi, c'est vraiment une découverte et prise de conscience scientifique qui a fait que je m'intéresse de plus en plus à la question. Donc, en tant que médecin et chercheur, je m'occupe de l'AVC. L'AVC est un phénomène très fréquent dans la population. C'est la première cause d'handicap dans notre société, dans la population adulte. C'est la deuxième cause de perdre ses facultés intellectuelles, la troisième cause de mortalité. Donc, ça a un énorme impact populationnel. Et je fais partie de la génération, quand j'étais encore plus jeune chercheur dans les années 90, où c'était comme une découverte qui frappait que l'AVC a un paramétrage de risque très différent dans les communautés noires. Les patients sont plus jeunes, l'AVC est plus fréquent dans les communautés noires par rapport aux blancs. Le profil des facteurs de risque est différent. L'hypertension artérielle commence plus tôt dans la vie par rapport aux noirs, mais c'est aussi la biologie de l'AVC qui est différente. Chez les blancs, les caucasiens, sur 90% d'AVC ischémique, artères bloquées, il y a 10% d'artères éclatées, d'hémorragie. Chez les noirs, ça shift, c'est 20% d'hémorragie. C'est presque le double, la proportion est double. Et puis, même des phénomènes très communs comme l'artériosclérose. Nous, les Blancs, on développe de l'artériosclérose dans les cous. Les patients noirs développent de l'artériosclérose dans les artères intracrâniennes. Donc, il y a de vraies différences biologiques qui, on l'a appris peu de temps après, finalement se traitent aussi différemment. Le traitement de l'hypertension artérielle, les sensibilités biologiques sont différentes pour différentes molécules. Les antiplaquettaires, l'aspirine, le clopidogrel, il y a des différences entre les patients noirs et blancs. Et ça, c'est tellement... L'évidence, j'ai grandi scientifiquement là-dedans dans les années 90. Et finalement, quand j'étais Stroke Fellow à New York, mon collègue était le premier neurologue noir des États-Unis qui faisait son Stroke Fellowship avec moi à Columbia, qui travaille aujourd'hui pour le NIH, Richard Benson. Et toutes ces discussions, ça m'a beaucoup marqué. Ben, moi, j'arrive d'un contexte où c'est un peu différent parce que mes trois collègues panélistes sont en contact avec des patients et voient cette différence-là. Moi, je suis pathologiste. Fait que ce que j'ai sur les lames, c'est des noms. Fait qu'on ne voit pas grand-chose. On n'a pas beaucoup comme je les connais intimement, mes patients, mais pas personnellement. Puis quand j'ai commencé à faire de la recherche, j'ai commencé par différentes opportunités à travailler sur le cancer de la prostate. Le cancer de la prostate a une histologie qui est particulière. Donc, comme pathologiste, c'est sûr qu'on apporte quelque chose d'un peu particulier là, dans notre façon d'étudier les tumeurs. Puis au fil du temps, j'ai été sensibilisée à différents enjeux, entre autres le féminisme. Puis là, un jour, tu réalises que tu es féministe jusqu'au bout des ongles, puis tu travailles sur le cancer de la prostate. Donc là, il y a une espèce de clash des valeurs qui dit, mais comment je peux amener mes valeurs personnelles, en fait, sans être obligée de complètement recommencer à zéro ma carrière, qui était quand même, somme toute, bien entamée. Et en même temps, on a un postdoc qui était dans le laboratoire de Fred Sade, qui est urologue à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, qui avait des projets. Et donc, Kevin Collagen, qui est en train de développer des initiatives de recherche en Guadeloupe, a été un des moteurs, en fait, pour aller explorer une autre population qui est complètement sous-étudiée,
Et à partir de ce moment-là, c'est sûr qu'il y a des différences biologiques, mais quand on regarde ce qu'on connaît du cancer de la prostate, ce qu'on connaît du cancer de la prostate, c'est chez les Blancs, puis un petit peu les Asiatiques, mais très peu. Et ce qu'on connaît des populations noires, c'est vu à travers le prisme des Noirs américains. Donc, qui est un prisme très particulier. Et comme c'est beaucoup des pathologistes qui font cette recherche-là, il n'y a pas tant le prisme qui est sur toute la question de privilèges et manque d'accès aux privilèges. Donc, il y a vraiment un manque d'informations scientifiques. Je ne peux même pas parler du stroke ou de la psychose où est-ce qu'on voit des différences. On n'a à peu près pas d'informations, non. Donc, on va aller chercher maintenant les informations. Donc, pour moi, il y a plusieurs raisons que je suis intéressée à faire la recherche avec les personnes de couleur et surtout les personnes noires. Comme une femme de couleur, j'ai témoigné, j'ai vu toutes sortes d'inégalités au niveau de traitement de personnes de différentes races, groupes ethniques. C'était bien évident. Mais avec ces bases-là, dans ma pratique et dans ma recherche, j'ai une focus sur le cancer du sein qui s'appelle triple négatif. Donc, ça manque les récepteurs d'estrogène, de progestérone et un facteur de croissance qui s'appelle HER2. Et c'est un genre de cancer qui est beaucoup plus actif que les autres sous-types de cancer. Et ce genre de cancer, il y a plus haute fréquence des femmes noires qui ont ce genre de cancer. Et je vois qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui sont bien comprises au niveau de biologie, au niveau de pronostic. Donc, c'est ces deux facteurs-là ensemble qui m'a amené à voir que oui, il y a quelque chose de plus qu'on a besoin de faire ici au niveau de clinique et également au niveau de recherche. Et c'est pour cette raison-là que j'ai embarqué dans ce bateau. Vous avez partagé ce qui a éveillé votre intérêt pour la santé des communautés noires. Donc maintenant, comment cet intérêt s'est-il traduit en actions concrètes? Quelles ont été les étapes clés qui vous ont permis de concrétiser votre engagement? Puis cette fois, on peut changer l'ordre. Donc, Dr. Hassan, vous pouvez commencer. Merci. Donc, ça faisait environ plus d'1 an, 1 an et demi quand j'ai eu cette connaissance que vraiment il y a quelque chose à faire ici. J'ai commencé à avoir des discussions avec une de mes étudiants, le postdoc de mon laboratoire, puis elle était également intéressée par ce sujet, puis on avait commencé à discuter comment est-ce qu'on pourrait faire quelque chose de plus. Donc, c'est le contexte de cancer de sein triple négatif. Donc, on avait embarqué dans un projet où on voudrait mieux comprendre la résistance aux traitements, de différents traitements, et c'est quoi les différences dans les différents groupes ethniques dans ce contexte-là. Donc, on a besoin d'évaluer la biologie dans ces contextes. Mais un autre projet qu'on avait commencé, c'est dans le contexte génétique. Donc, les gènes qui sont mutés, comme le BRCA1 ou 2. Donc, le BRCA1 mutation, c'est beaucoup haute fréquence au niveau pour les femmes noires. Et c'est pour cette raison-là qu'ils ont plus haute fréquence d'avoir des cancers de sein triple négatif. Mais le problème, c'est que pas tout le monde a un test génétique. Et c'est quoi la fréquence de ce test génétique? Donc, on a un projet où on a évalué dans le contexte québécoise, c'est quoi la fréquence d'avoir ce dépistage génétique et c'est quoi les différences entre les différents groupes ethniques et raciaux et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer? Est-ce que c'est un problème de pratique? Est-ce que c'est un enjeu des informations? Donc, c'est un projet clinique rétrospectif, mais à la même temps, on fait un engagement en communauté pour sensibiliser la population des différentes communautés pour augmentation de la sensibilité des cancers du sein et le test génétique dans ces contextes-là.
Donc, ça, c'est les deux projets. Mais également, en même temps, toutes les choses toujours se passent en même temps. Et j'ai été invitée à faire des panels comme tel, une dans le contexte des essais cliniques québécoises. Donc, le groupe Pic-Sirois m'avait invitée pour regarder les enjeux au niveau de c'est quoi les enjeux pour recruter les patientes dans les essais cliniques des différentes cultures. Donc, on avait eu une très bonne discussion au niveau de quelles sont les barrières dans le recrutement des patients. Puis, à la même temps, un mois plus tard, j'étais invitée de donner une autre présentation dans la communauté des réseaux professionnels de la santé pour les professionnels de Banque nationale du Canada, pour augmenter la sensibilité de cancer du sein. Et c'est quoi les enjeux spécifiques pour les femmes noires et quelles sont les choses qu'ils devraient être au courant pour comprendre d'être en bonne santé dans ce contexte-là. Donc, avec tout ça, tout ensemble, je pense que c'est ça qui a concrétisé mon intérêt et ça continue. J'ai des autres projets de collaboration qui sont en cours. Donc, c'est un intérêt qui est fort et j'espère d'être capable de continuer. De notre côté, c'est encore un travail qui est en cours, donc je salue la participation de Mme Kani à ces grands efforts. Donc, la première chose qu'on a fait, en fait, c'est d'aller chercher un réseau. Donc, on a Dr Collagen à Pointe-à-Pitre. On a rencontré des pathologistes là-bas. On a, sous les recommandations de Mme Kani, rencontré professeur Aboutiam, qui est à Dakar, au Sénégal. Et on a rencontré aussi là, des pathologistes en Algérie, qui sont aussi une population sous-étudiée. Et là, on a fait des formations pour apprendre à reconnaître le carcinome intracanalaire, qui actuellement n'est pas toujours mentionné dans les rapports parce que c'est ce qu'on appelle, dans mon langage imagé, un biomarqueur empathique. Non, monsieur, vous irez pas bien, mais qu'est-ce qu'on va faire de différent avec moi? Rien. Qui est la raison pour laquelle je fais tout mon programme de recherche sur le carcinome intracanalaire. Donc, on a fait des cohortes d'une centaine de patients chaque pour regarder l'incidence de carcinome intracanalaire dans les populations algériennes, sénégalaises et de la Guadeloupe. Puis ce qu'on voit en fait, c'est que les taux, l'incidence est vraiment plus faible que par rapport à ce qu'on voit ici. C'est sûr, par exemple, à Dakar, ils ont des cancers qui sont beaucoup plus avancés que les nôtres, mais quand on regarde le pourcentage de carcinome intracanalaire versus ce à quoi on pourrait s'attendre au vu de l'avancement de leur cancer, c'est probablement plus bas que ce qu'on voit chez nous. Donc, on sait qu'il y a des différences. Et là, pour vérifier qu'il y a des différences, il faut financer les projets. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde les initiatives équité, diversité, inclusion, c'est souvent l'équité, diversité, inclusion au Canada. Hein? C'est pas une équité globale. Ça peut pas être partout. Il faut que ça soit au Canada. Donc là, cette réflexion-là nous a fait comprendre, en fait, que dans la biobanque de prostate du CHUM et dans la plupart des biobanques québécoises, en fait, on n'a aucune idée à savoir si nos biobanques sont représentatives ou non de la population qui est desservie par les hôpitaux. Donc là, on prend des biobanques, on fait le Marathon of Hope, on va séquencer tout le monde, on va faire des nouveaux traitements de précision, mais ça s'applique juste aux gens qui sont inclus dans la biobanque. Fait que s'il n'y a pas de personnes noires qui sont incluses dans la biobanque, on ne le sait pas. Donc là, on est en train de bâtir des projets pour aller caractériser finalement la représentativité de notre biobanque pour être capable ensuite d'avoir des actions. Probablement qu'elle n'est pas représentative parce que c'est ce qu'on connaît en fait de la médecine. Hein. Si on n'a pas accès aux soins, c'est sûr qu'on n'aura pas accès à la biobanque. Donc, une fois qu'on a compris que notre biobanque n'était pas représentative et à quel point, ensuite on peut prendre des actions pour modifier ces choses-là, mais ça reste que pour financer les projets
de santé globale. Il y a quand même les IRSC qui sont disponibles, mais pour ça, il faut avoir plus que une centaine de patients. On a eu accès à du financement via UDM International. Donc, Mme Kani a été faire le tour de Dakar, identifier qu'est-ce qui était le plus urgent ou problématique à régler pour être capable, tranquillement, pas vite, de bâtir. En fait, quand je décris là, ce qui est en train de se passer, pour ceux qui sont déjà chercheurs ou chercheuses dans la salle, c'est comme de refaire un junior 1. Donc, il faut aller chercher toutes les données préliminaires, toutes les méthodes, comment on va faire pour être capable d'aller plus loin. Dans une optique de co-construction aussi, comme pathologiste, là, la co-construction, c'est un peu loin de notre domaine, mais ça va. J'ai trouvé des gens qui étaient plus aptes que moi à le faire, donc tranquillement, pas vite, on agrandit notre spectre d'action, mais c'est ça, il y a toutes sortes de choses, puis une des portions qui n'est pas évidente, c'est le financement, parce que si les gens se rendent pas compte de leurs privilèges, si les gens se rendent pas compte des inégalités, il n'y aura pas non plus de financement. Ou des fois, on s'en rend compte puis on se dit, non, c'est pas important, mais oui, c'est important. Donc, il y a cette espèce de discordance-là en dire, c'est important, mais non, on ne le finance pas. Là. Alors, concernant la recherche autour de l'AVC, on a un programme qui s'est concrétisé ici au CHUM, qui vise spécifiquement les communautés noires et la vulnérabilité pour le risque d'AVC. Et c'est finalement une coïncidence multidisciplinaire qui s'est formée ici grâce à l'initiative d'une jeune chercheuse très inspirante, Stéphanie Forté, en hématologie. Nous avons fondé avec 2 autres collègues neurologues vasculaires une clinique spécialisée sur la maladie falciforme sous l'aspect du risque neurovasculaire, le risque d'AVC, le risque de maladie vasculaire intracrânienne et risque de troubles cognitifs. Montréal a une grande communauté haïtienne, mais aussi issue d'immigration africaine. Et la maladie falciforme, on dit au Canada, c'est la maladie rare, la plus fréquente. Il y a quand même plusieurs milliers de Canadiens, majoritairement noirs, qui sont touchés et qui ont donc, pour des raisons génétiques, un risque particulier pour des AVC. Donc nous avons commencé ce programme qui se veut à la fois clinique, spécialisé, et programme de recherche avec une biobanque associée, un suivi systématique. Quand même de 500 patients de maladies falciformes qui sont suivis ici. Donc là, sur les 2 dernières années, j'ai rencontré personnellement avec mes collègues déjà 250 de ces 500 patients pour une bonne évaluation neurologique, neurovasculaire, avec un programme qui va avec. Donc, c'est très concret, ça s'adresse au sein de la communauté noire à des patients qui sont particulièrement à risque d'AVC et on cherche des moyens de faire une meilleure prévention, comme je dis toujours, mettre une couche de protection autour du système pour qu'on arrive à vivre normalement et très longtemps malgré une prédisposition génétique. Psychose, on est vraiment dans un... donc, je vous parlais de psychose. Donc, nous, en fait, à la clinique, ça a été un constat. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait une psychose, les meilleures pratiques, ce qu'elles nous disent, c'est que idéalement, on va prendre un antipsychotique, là, on va prendre la médication, c'est ça qui va aider le rétablissement. Puis après l'antipsychotique, on sait que la thérapie cognitivo-comportementale va être utile et puis l'engagement des familles. C'est à peu près les 3 principales recommandations. Puis aussi, ce qu'on sait, c'est que souvent les jeunes, je vous parlais d'adhésion au suivi, mais l'adhésion au suivi, l'adhésion au traitement, ce qu'on sait, c'est que dans les recherches qu'on a faites à notre clinique,
Puis ailleurs, c'est que les jeunes, la première raison pour laquelle ils vont adhérer à un traitement, c'est parce que c'est important pour leur famille. Parce que quand on fait une psychose, souvent, on ne se rend pas compte, on va perdre l'autocritique, on va perdre la capacité à réaliser qu'on ne va pas bien. Donc, c'est vraiment pour les membres de notre entourage qu'on va prendre la décision de prendre une médication. Puis, le constat qu'on a fait, que j'ai fait cliniquement, puis qu'on a pu faire aussi à travers une analyse de notre participation, c'est que nos groupes d'éducation psychologique étaient fréquentés principalement par des femmes blanches de classe moyenne universitaire. Donc, il y avait toute une partie de notre population qu'on ne rejoignait pas. Puis l'éducation psychologique aux familles, c'est notre meilleure stratégie pour favoriser l'engagement des familles dans les programmes d'intervention précoce pour la psychose. Donc, c'est de là qu'on est parti, en fait. Puis moi, comme je vous disais, je suis avant tout clinicienne, une petite équipe qui travaille fort avec les patients, mais on n'a pas... j'ai pas des capacités moi-même de faire tant de recherches que ça, mais avec Dr. Amal Abdelbaki, qui, elle, fait énormément de recherches, et puis Dr. Eric Jarvis à l'hôpital Jewish, on a pu collaborer ensemble à un projet de recherche qui visait l'adaptation culturelle de l'éducation psychologique des familles. Fait que ça nous a permis, en fait, moi qui est clinicienne, d'avancer. Des fois, les projets de recherche, on disait c'est lent, ça prend du temps, mais ça nous a permis, nous, d'avancer à la Clinique Jean en reprenant notre programme, comme je disais, plus en co-construction avec nos organismes communautaires partenaires, avec nos membres de l'entourage, nos jeunes, nos parents aidants familles, de réfléchir à la façon dont on donnait l'éducation psychologique, mais aussi de bénéficier d'un plus gros projet de recherche qui, lui, allait dans la communauté, rencontrer les communautés, il y avait, par exemple, Barbada House, la maison de la Barbade à Montréal, la maison jamaïcaine, la maison d'Haïti, etc., qui sont impliqués dans ces projets-là, avec lesquels ils ont pu avoir les fonds pour faire énormément de focus group, pour essayer de comprendre ce dont les familles avaient besoin, qu'est-ce qui freinait l'engagement. Puis nous, on a pu apprendre de ça, puis en co-construction, travailler sur notre programme. Puis ensuite, plus récemment, il y a 2 ans, on a pu avoir un financement pour aller au-delà de l'éducation psychologique, mais travailler, bien, comment on peut faire des ponts avec les membres de l'entourage? Qu'est-ce qui fait qu'on ne les rejoint pas? De quoi ils ont besoin? Puis ce qu'on essaie de faire, en fait, c'est de développer des stratégies qui sont systématiques. Fait que passer au-delà de l'alliance naturelle qui se fait entre nos mamans blanches, par exemple, qui décodent bien le système, qui sont dans une situation plus privilégiée où elles ont le temps de venir faire des rencontres, etc. Donc, comment on peut aller rejoindre d'autres gens qui vont naviguer moins facilement le système, puis en passant au-delà de la pratique routinière, en allant de façon plus systématique. Donc, on a travaillé à développer ces outils-là depuis 2 ans. Donc, on prend un peu toutes les occasions qu'on a de développer des partenariats, d'aller chercher un peu des sous, puis de travailler avec la communauté pour avancer. Puis là, on termine notre projet, nos outils, ils sont créés, puis là, on recherche d'autres partenariats puis d'autres sous pour pouvoir exporter ces outils-là dans toutes les cliniques d'intervention précoce au Québec. Donc, évidemment et malheureusement, toute démarche de recherche s'accompagne de défis. Puis vous les avez un peu mentionnés, comme le financement et le recrutement. Mais quels obstacles avez-vous rencontrés et comment avez-vous tenté ou tentez-vous encore de les surmonter? On peut commencer avec Dr. Trudel. Moi, je m'étais assise au milieu. En fait, une des choses qui est quand on a l'impression de refaire un J1, mais c'est au travers de toutes les choses qu'on fait déjà, parce que je ne peux pas laisser mon programme de recherche principal je ne peux pas laisser mon programme de recherche principal parce que si je le laisse tomber, quand je vais avoir organisé mes projets sur une biobanque représentative dans des populations sénégalaises, de la Guadeloupe, algérienne, j'aurai plus de programme de recherche pour continuer ma recherche. Donc, il faut que je continue mon programme de recherche standard et qu'à côté, on développe toutes sortes de choses. Puis, actuellement, vous n'êtes pas sans savoir que nos voisins du Sud ont des drôles de visions, pour être poli. Mais j'ai l'impression qu'on est dans l'urgence de financer des projets
de commencer des projets pour que ce soit bien établi, pour que quand les couples vont arriver en recherche, il n'y ait pas personne qui puisse nous dire, ben non, toi, tu t'arrêtes parce que tu n'as pas assez de résultats ou tout ça. Donc, il y a une urgence qui, en même temps, se fait à temps perdu, les soirs, les fins de semaine. Donc, ça demande une persévérance qui est différente de juste continuer mon projet de recherche sans me poser trop de questions, puis sans aller plus loin. Ça nécessite de sortir des sentiers battus. Ça nécessite d'aller faire du travail multidisciplinaire, interdisciplinaire, d'aller travailler en co-construction dans un contexte où je n'ai pas de contact personnel, moi, avec les patients. Donc, je ne peux pas dire, c'est quelque chose qui t'intéresse. Je sais que Dr. Sad le fait, mais ce n'est pas un contact direct non plus. Donc, ça demande un investissement puis une volonté de le faire qui est inébranlable. Dr. Staff? Oui, alors, lancer un programme de recherche et de clinique qui vise les communautés noires, ça touche évidemment à l'issue de l'immigration, souvent à l'immigration récente. Donc, on est face à une communauté qui a ses fragilités et ses difficultés sociales. Arrivé récemment dans un pays, même accueillant comme le Canada, c'est souvent quand même des histoires d'avoir dû fuir la région où on a grandi suite à des désastres naturels, la guerre civile, des choses comme ça. Et donc, suivre des patients qui sont en grande partie dans une situation souvent précaire, c'est difficile pour des raisons très concrètes. Rater un jour dans un travail qu'on a enfin trouvé pour passer quelques heures à l'hôpital, ça fragilise une situation. Être malade dans un pays où on vient d'arriver, c'est pas facile. Monter un programme de recherche basé sur une communauté noire, ça touche aussi aux échos de mauvaises expériences, de la méfiance justifiée de communautés noires vis-à-vis de la médecine de l'homme blanc, qui, vous le savez tous, a abusé dans l'histoire d'inclusion involontaire de patients noirs dans des protocoles de recherche. Donc tout ça résonne encore dans l'arrière-fond un petit peu. Nous sommes, en tant qu'équipe, c'est une équipe multiethnique, nous sommes dans le fond très fiers que dans l'inclusion, on commence toujours avec la biobanque. Sur les 500 patients auxquels on a proposé, il y en a 3 qui ont refusé. Les autres sont enthousiastes qu'on fasse de la recherche sur quelque chose qui les a toujours accompagnés dans la vie, qu'on s'occupe d'eux dans une clinique spécialisée. Voilà. Et c'est un domaine qui, traditionnellement, par rapport au poids et la fréquence dans la population, a reçu très peu de financement globalement. Voilà. Mais à la fin, les difficultés sont très concrètes. Joindre la personne qui est en difficulté sociale, la motiver à faire venir à l'hôpital, rater un jour de travail ou faire des kilomètres parce qu'on est d'accord, fraîchement immigré, on n'habite pas dans le Vieux-Port de Montréal. Donc c'est toutes ces petites difficultés du quotidien pratico-pratique qui sont le challenge. Ça ne marche pas avec la lettre du CHUM, voilà, vous êtes attendu à une consultation jeudi prochain, non. On les appelle une première fois, on les appelle encore la veille, est-ce que ça va marcher? Oui, voilà, donc il faut un petit peu plus d'engagement administratif aussi. Mais je résonne vraiment beaucoup avec ce que vous venez de dire tous les deux. Là. Je pense que vraiment le côté de se sentir un peu gaulois, là, des fois, là, dans le sens où
on travaille pour quelque chose, puis des fois, on a l'impression que c'est incohérent avec vers où le système s'en va, mais en même temps, on est tellement... J'entendais vraiment ce que vous disiez aussi. Je pense qu'il y a quelque chose qui se passe quand même. Je pense qu'on est beaucoup de gens à vouloir travailler pour une plus grande justice sociale, pour reconnaître le racisme systémique. Donc, je pense qu'il ne faut pas se décourager, mais des fois, c'est clair qu'il y a des moments j'oserais quasiment dire de doute, mais pas de doute, mais de découragement. Mais je pense que ce que je peux apporter de plus, c'est cette question-là de co-construction. Moi, c'est quelque chose qui était, bon, comme travailleuse sociale, peut-être un petit peu plus... cohérent là, avec ma formation, mais reste qu'actualiser de la co-construction avec des grands groupes de personnes, plusieurs organismes, plusieurs types d'intérêts aussi, c'est tout un défi. J'ai tellement appris, on a tellement appris notre équipe de projet, mais vraiment, des fois, j'ai l'impression que c'est un peu comme aller faire une grande randonnée en forêt. Là. Des fois, on se promène, puis on voit... L'idée de la co-construction, c'est qu'on fait des comités aviseurs avec 20, 25 personnes qui viennent, qui représentent tous les points de vue qu'on essaie d'avoir. L'idée, c'est qu'on essaie d'avoir le moins d'angles morts possible. Puis là, on ressort de ça avec tellement d'informations qui ne va pas nécessairement tout dans le même sens, mais comment trier ça? On a l'impression des fois d'un peu de fouiller, puis à un moment... en fait, moi, ce que j'ai trouvé, le secret, c'est de vraiment avoir des discussions approfondies sur quelles sont nos bases de travail, quelles sont nos valeurs communes. Puis, dans notre projet, nous, on souhaitait travailler dans une logique d'intersectionnalité, fait que d'avoir des représentants de jeunes, de personnes queer, de personnes racisées, on aurait souhaité avoir des personnes autochtones. Ça, c'est quelque chose qu'on doit garder en tête pour l'avenir parce qu'il y a des défis qui sont encore là aussi dans nos cliniques, mais reste qu'il faut à un moment donné se positionner. Puis nous, on s'était dit, bien, les personnes racisées vont être nos chouchous dans notre projet parce que les plus grands impacts du racisme systémique puis les plus grandes conséquences, elles sont vécues par ces personnes-là. Donc, ce genre de prise de position-là de départ nous ont permis de traverser la forêt à certains moments, mais puis des fois prendre position à des moments où on avait, par exemple, des groupes de mamans qui nous amenaient une perspective qui était contraire à celle de nos chercheurs qui étaient consultants dans le projet. C'est-à-dire, bien, comment on tranche finalement. Fait que ça a été de se ramener sur ces principes-là de base, mais beaucoup de moments de doute, puis ça demande beaucoup d'humilité, travailler en co-construction. Donc, c'est ça. Donc, pour les défis, je vais prendre l'aspect plus clinique au niveau de recherche clinique et c'est quoi, aller un petit peu plus profondément dans les enjeux de recrutement. Donc, en parlant avec les femmes noires, il y a beaucoup des questions qui sont venues en parlant de la recherche. Ça veut dire, c'est quoi la recherche? Qu'est-ce que ça implique? Est-ce qu'on sera les cowboys? Est-ce qu'on sera... les cobayes, je m'excuse. Est-ce que... donc, l'affaire, c'est qu'en parlant avec la communauté, beaucoup des femmes ont une peur à parler de leur diagnostic, soit leurs collègues ou même leur famille. Ils ont une tendance de cacher la diagnostic. Et ce n'est pas juste les femmes noires, je trouve dans beaucoup des groupes ethniques également, on voit ça souvent. Et il y a plusieurs raisons pour ça. Et c'est pour cette raison-là qu'avec la sensibilisation de toutes les informations qu'on a, on a toujours un grand besoin des patientes partenaires d'être avec nous dans cette trajectoire, pour être capable de discuter les enjeux avec les patientes, pour être capable de montrer c'est quoi les bénéfices d'un protocole de recherche, qu'est-ce que ça se peut amener. Donc, je pense qu'on commence à faire un peu de progrès dans cet aspect-là, mais c'est quelque chose de difficile. On devrait comme regarder les communautés et parler avec les patients eux-mêmes pour mieux comprendre c'est quoi les aspects de patientes qu'on devrait ajuster avec pour accommoder ou pour aider dans le processus de recrutement, surtout dans le contexte des recherches cliniques. Merci. Donc, on va terminer ce panel sur une bonne note. Donc, malgré ces défis, quels résultats positifs ou transformations concrètes avez-vous observés en matière d'équité en santé, que ce soit pour les communautés noires ou d'autres groupes ethniques? On peut commencer par Dr. Staff. Oui, j'avais
commencer avec cette idée que le vécu au sein du centre de recherche fait espérer qu'il y a beaucoup de jeunes carrières qui se développent plus naturellement maintenant, d'étudiants, de postdocs, de jeunes chercheurs noirs. À la faculté de médecine, la proportion d'étudiants noirs, Nyan m'a communiqué ça, est en train d'augmenter chaque année. Ça, c'est très, très encourageant. Moi, je dois dire quelque chose de très personnel par le biais de suivre des patients noirs dans une clinique surspécialisée là-dessus. Je suis absolument fasciné par des histoires d'immigration au-delà, parfois du drame qui a provoqué l'immigration, les trajectoires que des familles, que des individus ont fait, le nombre de langues qu'ils ont appris sur leur trajectoire, qu'ils parlaient déjà à la base, qu'ils ont appris en transité par plusieurs pays. Il y a 3 mois, je suis issu de l'immigration, j'ai grandi en Allemagne, mais il y a 3 mois, j'avais un jeune patient malien qui, je demande toujours, vous parlez combien de langues? Oh, 5, voilà, et puis allemand. Vous parlez allemand? Oui, j'ai fait un doctorat à Vienne, voilà, et on se parle, voilà, donc je suis absolument fasciné, et j'ai un collègue neurologue vasculaire au CHUM qui aussi dit, mais ça, il est métis, il est issu de plein de trajectoires familiales. Il dit toujours, arrêtez de demander si les gens sont noirs ou blancs. Posez-leur la question, quelle langue parlez-vous? Qu'est-ce que vous mangez à la maison? Ça dit beaucoup plus sur les gens d'être juste noirs ou blancs. Et ça me guide dans cette communauté d'une richesse d'origine. Moi, j'adhère à cette philosophie. Je dis, vous faites quelle cuisine à la maison? Et donc, voilà. C'est très personnel. Moi, je vis ça de façon très, très riche. Voilà, Docteur Trudel? Bien, il y a 2 choses que j'observe. Premièrement, ce que je vois, en fait, c'est que l'aspect d'étudier les populations qui sont sous-étudiées est vraiment très fédérateur dans le laboratoire. C'est quelque chose qui pousse à aller plus loin, c'est quelque chose qui vient chercher les gens. On ne fait pas du tout la recherche de la même façon, puis on a toujours l'idée de ce projet-là, mais éventuellement, on va le faire avec les gens du Sénégal, éventuellement, on va le faire avec les gens de la Guadeloupe. Puis ça amène une fierté, puis une volonté de continuer aussi. Puis l'autre chose que je remarque, si vous me côtoyez dans la vie au quotidien, bon, vous savez que je suis un peu la mouche du coche avec tout ce qui est équité, diversité, inclusion. Donc, si je vois des choses, j'ai tendance à en parler. Si j'observe, si j'entends des commentaires, j'ai tendance à en parler. Puis il y a 5-6 ans, là, quand j'en parlais, les gens me regardaient. « Ah, fais-le. Il n'y en a pas de problème, c'est pas comme ça au Québec. » Puis ce que je vois, c'est que tranquillement, pas vite, les gens embarquent. Je vois des initiatives, par exemple, avec le réseau de recherche sur le cancer, où est-ce que, soudainement, tout ce qui est équité, diversité, inclusion, système apprenant, comment on va fonctionner, c'est même plus juste une question de ben, il faut le faire parce que le FRQS nous le demande. Ça commence à être dans l'ADN, finalement, du réseau de recherche sur le cancer. Les gens sont vraiment intéressés, ils ne sont pas juste intéressés parce qu'il y a quelques sous qui sont attachés là, comme une carotte qui viennent. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué qui est en train de se passer, là. Docteur Hassan? J'ai remarqué que, oui, ce qui est intéressant, il y a de plus en plus des études canadiennes qui montrent au niveau de décrire c'est quoi la situation au niveau des femmes noires ou au niveau du cancer du sein, des diagnostics. Et c'est intéressant parce qu'on a beaucoup de données américaines, mais on a besoin des données canadiennes parce que notre système de santé est complètement différent. Et même avec ce différent système, on voit des inégalités. Donc, il y a
également une composante biologique ici qui est importante à comprendre et je pense qu'on est capable de regarder encore, on juste commence à gratter la surface, comme on dit en anglais, puis on devrait aller un petit peu plus loin. Au niveau de personnel, je trouve que le plus que j'y vais dans les communautés et plus que je parle, c'est un échange mutuel. Oui, je donne les informations, mais moi, je suis capable de comprendre un petit peu plus la communauté et ça a un impact pour moi dans ma clinique, dans la façon que j'ai des échanges avec mes patients pour mieux comprendre c'est quoi leur perspective, c'est quoi leurs inquiétudes dans tous ces processus-là. Donc, je vois qu'il y a une ouverture qui est là, une volonté d'apprendre plus avec la communauté. Donc, je vois beaucoup de l'espoir ici qu'on peut faire une différence, mais on a besoin de poursuivre encore plus. OK. Je voulais qu'on termine avec la vidéo. Donc, oui. OK. Est-ce que je parle quand même ou non? Oui. Bien, rapidement, je dirais qu'il y a deux choses, là. D'une part, au début, dans notre comité aviseur pour notre projet, des mamans afrodescendantes nous disaient, à défaut, en fait, il y a un problème de représentation dans votre clinique, là, ce qui est vrai, là. Puis c'est sûr qu'on veut travailler, comme je disais, avec d'essayer d'avoir plus de représentation, mais le pouvoir qu'on a, des fois, il est limité là, comme clinicien. Reste qu'on a quand même le pouvoir dans le choix de stagiaires, par exemple, parce qu'on sait que nos stagiaires, souvent, vont être embauchés. Mais ce qu'on a décidé de faire, c'est quand même d'éduquer nos intervenants pour que ce ne soit pas les jeunes qui vivent la psychose qui aient à les éduquer sur c'est quoi être racisé. Puis on a fait tout un projet au fil de l'année où on a peu d'espace de formation pour les cliniciens, fait qu'on les a fait venir le midi, puis on a fait venir des gens pour leur parler de c'est quoi être dans une position d'être racisé, d'être minoritaire, avoir ces discussions-là. Puis les cliniciens ont vraiment embarqué, puis pour moi, un signe de succès, ça a été que quand on a commencé, on n'était pas à la même place qu'on est maintenant. Hier, on a eu quelqu'un qui est venu, qui nous a parlé de racisme, qui a questionné les cliniciens, puis je sentais vraiment une ouverture de tout le monde, puis une mobilisation des gens à le faire, puis à réfléchir sur ce que c'est la sécurisation culturelle, puis à avoir des pistes sur comment on peut travailler dans notre clinique. Fait que ça, c'est une chose. Puis l'autre chose, vous allez le voir dans la vidéo, mais le son, des fois, il n'est pas tout à fait bon, mais vous allez voir une de nos mamans qui dit, c'est nous, en fait, quand elle parle du projet puis du questionnaire qu'on a développé, puis de son bonheur de réaliser, en fait, que d'être vu, d'être entendu, puis d'être représenté par le travail qu'on a fait. Donc, pour moi, ça, c'est un succès aussi. Salut tout le monde, mon nom c'est Suzanne Serre. Je suis la réalisatrice et scénariste du projet, entre autres, de Geneviève et Charlotte, qui parle en fait de la co-construction de formulaires servant à faire la sécurisation culturelle au sein de la clinique JAP, pour laquelle Geneviève travaille et que Charlotte fait son stage en ce moment. À Montréal, on a vraiment la chance d'avoir une communauté qui s'intéresse à la psychiatrie transculturelle, vraiment, vraiment dynamique, des chercheurs extraordinaires. Fait que j'essaie de me garder au courant, mais je vais surtout vous parler de mon expérience terrain parce qu'on aurait pu justement inviter des experts encore plus éminents, chercheurs que moi facilement. Là, on en a plusieurs à Montréal. Fait que c'est vraiment mon expérience clinique que je vais vous parler. Puis moi, m'avait beaucoup alertée, c'est de savoir que le risque double de psychose chez les jeunes migrants, c'est pas juste, en fait, on pourrait penser que c'est en lien avec le parcours migratoire qui est traumatique, mais l'hypothèse ne tient pas tant la route parce que c'est la même chose chez les premières puis deuxième générations. Fait que les deuxièmes générations de migrants, ils n'ont pas vécu le parcours migratoire. Fait qu'on peut penser que c'est plutôt les enjeux de racisation, d'exclusion, le racisme, etc. Je pense que c'est pas encore... on n'a pas, tu sais, c'est jamais, on n'a pas de preuves scientifiques, on peut dire exactement c'est ça la raison, mais moi, c'est des hypothèses qui me semblent absolument valides, surtout dans notre pratique aussi, dans ce qu'on voit. Tu sais, j'ai été adoptée à 3 ans. J'ai l'impression qu'avant de rentrer dans l'avion, ma mère m'a dit « Oublie-moi pas ». C'est vraiment une phrase qui m'est revenue en tête toute mon enfance. Puis je sais pas d'où vient cette phrase-là, mais j'ai l'impression que ça vient d'une mère peut-être qui m'a dit ça avant que je parte et j'ai jamais réussi à l'oublier. Jeune, je me souviens, je pensais que j'allais devenir blanche en grandissant.
J'avais tellement jamais vu d'adultes noirs que j'étais sûre qu'un jour ma peau allait s'éclaircir. Je pensais que c'était juste une erreur de fabrication. Oui, en fait, oui, c'est vrai, c'est construit par nous, hein. Oui. Alors, on sait ce qu'on a besoin. Exactement. C'est ça. On a appris, On sait ce qu'on a Ouais. besoin. On aimerait me chuchoter aux professionnels. Ouais, c'est ça. Qu'on aimerait, c'est ça. Les Autochtones, ils ont peur hein, de venir dans le système de santé. Là. Ils ont peur, puis ils ont des raisons d'avoir peur parce qu'ils ont vécu beaucoup de discrimination, de racisme. Je crois au système, mais je crois qu'il y a aussi un travail à faire dans le système pour réduire les pressions discriminatoires. Je vois qu'on est un peu juste dans le temps, donc j'aimerais maintenant donner la parole au public. Donc, si vous avez des questions, avancez-vous vers les micros ou ceux qui sont sur Zoom, vous pouvez les écrire dans le chat. Oui. Merci de m'avoir donné la parole et merci pour les efforts que vous faites. Ouais. Ouais, vous pouvez vous avancer vers le micro. Et je disais bonjour d'abord et puis je vous disais merci pour les efforts que vous faites et merci de m'avoir donné la parole. Moi, je suis togolaise et je suis venue ici, ça fait la 3e fois, je suis de passage. Je suis infirmière diplômée d'État à la retraite depuis 2004. Donc, je suis présidente d'une ONG qu'on appelle Promotion humaine et santé publique. Et je fais la formation des scouts, etc., de la Croix-Rouge aussi, et d'autres choses. Bon, mon problème, c'est au niveau de la sensibilisation. Comme vous l'avez dit, nous, les parents et des enfants africains, nous-mêmes, nous avons des problèmes parce que l'orientation professionnelle est très limitée par rapport aux besoins politiques du pays et aux besoins des familles. Donc, nous n'avons pas d'ouverture sur plusieurs domaines. Si ton enfant vient te demander, maman, j'ai eu mon bac, ou bien papa, j'ai eu mon bac, et je veux faire tel travail, nous, on s'oppose carrément. Parce que si nous étions moi seul, Nyangui, c'est mon fils, il ne serait pas ici. Parce que je lui ai demandé, qu'est-ce que tu veux faire? Il dit, gestion des ressources humaines. Je dis quoi? C'est quoi cette affaire? Tu vas faire combien d'années avant de sortir? Tu vas faire quoi après? Quel travail tu vas faire précisément? Bon, je ne comprenais rien. Et moi, j'ai refusé. C'est seulement ses frères, il est 4e, c'est ses frères qui l'ont aidé, il est arrivé jusqu'à ce niveau. Sinon, si c'est moi seul, il ne viendra pas ici. Donc, il faut informer aussi les parents. Comment on va faire pour atteindre les parents? C'est un problème. Nous avons des stratégies de sensibilisation de grande masse pour atteindre la communauté de base, pour que les parents aussi soient informés qu'il y a tel projet de recherche sur le plan international. Si ton enfant arrive là-bas, il peut faire ceci, il peut faire cela. Donc les enfants même n'avaient pas cette notion de recherche-là à la base avant de voyager. Arrivé ici, on leur parle de recherche, mais ils ne se retrouvent pas. Merci. Je ne veux pas aller très loin, mais si vous avez des questions à me poser, après, je peux... Merci. D'autres contributions? Merci. Et puis, peut-être des questions pour la suite, parce que nous avons eu de belles présentations des travaux Work in Progress. Peut-être que vous avez des pistes à partager avec les panélistes.
OK. Parce que c'est ça aussi, on espère que en démarrant cette discussion-là, on va se retrouver d'ici quelque temps avec d'autres partages. Allez-y. Donc, bonjour à tous. Mon nom, c'est Nancy Lafontaine. Je suis infirmière clinicienne et aussi enseignante au Cégep Bois-de-Boulogne. Donc, lorsqu'on m'a appris qu'il y avait cette conférence, ça m'a grandement intéressée. Premièrement, pour mes étudiants, donc pour l'apprentissage et tout. On est sur un département, justement, d'hémato-oncologie, où est-ce qu'il y a beaucoup de personnes racisées, des personnes de race noire, haïtiens, africains et tout, qui viennent en aphérèse, qui sont atteints d'anémie falciforme et tout, donc une maladie qui touche beaucoup la communauté noire. Donc, lorsque j'ai vu qu'il allait avoir cette conférence, ça m'a intéressée, j'en ai parlé aux étudiants. Aussi, ça m'a concernée en tant que professionnelle de la santé, mais en tant que femme issue de la communauté noire. Je suis née ici, j'ai grandi ici. Mais par contre, mes gènes je suis d'origine haïtienne, donc tout à l'heure, ça venait me chercher lorsque je vous entendais tous parler, parce que mes gènes sont des gènes de noir, ça veut dire les maladies que vous avez nommées qui sont peu connues de la population. Et donc, ça m'a interpellée, comme lorsque un docteur parlait du cancer du sein triple négatif. Donc, moi-même qui suis dans le domaine, j'ai appris ça aujourd'hui, que même au niveau du cancer du sein, il y a certains cancers qui touchent plus les femmes noires. Lorsque le docteur aussi a parlé au niveau de l'AVC, au niveau des artères, plus au niveau intracrânien, chez la communauté noire, ça aussi, je savais au niveau de l'AVC, oui, tout ce qui est l'athérosclérose, l'hypertension, etc., mais que même au niveau des artères, à cause de notre biologie et tout. Bref, en tout cas, premièrement, j'aimerais vous remercier parce qu'il nous faut des personnes comme vous pour faire avancer les choses et aussi dans la communauté noire. Et puis moi-même, j'ai même commencé à réfléchir aux pistes de solutions, comment moi, dans mon rôle, qu'est-ce que je peux faire justement pour informer, pour enseigner, parce que je pense que c'est un travail d'aller informer, d'aller chercher la communauté pour expliquer que voilà, qu'est-ce qu'il en est par rapport à notre biologie, puis qu'il y a certaines maladies que oui, ça nous touche plus et différemment à cause de nos gènes, notre biologie et tout. Bref, c'est venu... Merci, c'est venu me chercher et maintenant, je suis en mode de piste de solution, comment moi, je peux faire la différence. Puis je sais qu'à la base, juste au niveau du cancer du sein, ça m'interpellait en tant que femme et souvent lorsqu'il y a des dons à faire et tout, c'est une cause que on ne peut pas encourager toutes les causes, mais c'est une cause que j'encourage comme beaucoup, que je donne quand je peux et tout. Donc, c'est sûr, ça va m'encourager aussi à donner faire des dons dans les autres domaines aussi. Mais bref, aujourd'hui, je peux vous dire que je suis en mode déjà mobilisation de voir comment que je peux faire la différence aussi au niveau de la communauté noire et tout. Donc, merci à vous. Merci. Merci. On va garder le contact avec vous, certainement, pour la suite des choses. Régent, j'aimerais ça t'entendre quand même, si tu veux bien. Lise, vous avez une vision assez large en tant que responsable d'Axe ou ancien responsable d'Axe. Peut-être que ça peut éclairer de partager. On a du monde en Zoom, une trentaine de personnes aussi en Zoom. Alors, bonjour à tous. Merci aux panélistes pour vos perspectives et merci aux personnes qui sont intervenues. En fait, moi, un des ingrédients que je pense qui est important de discuter, c'est quels sont les gestes que l'on peut poser en tant qu'intervenant et chercheur pour s'assurer que la confiance demeure
forte, un, pour l'établir, mais deux, qu'elle ne soit pas bousculée. Alors peut-être si dans le futur qu'on dit, bien, voici des choses à faire, puis des choses à ne pas faire, puis voici ce qui met en péril le travail qu'on va faire, j'aimerais bien vous entendre sur ça. Merci, Lise. Je suis encore en train de les apprendre. Une des choses qui je pense, qu'il faut faire attention, c'est la différence entre la diaspora qui habite à Montréal versus les gens qui sont en Guadeloupe, encore en Afrique, un peu partout dans le monde, dans leur pays d'origine, qui a souvent été colonisé par whatever, colons blancs avaient envie d'avoir accès à du café puis toutes sortes de choses dans un passé pas si lointain. Donc, on est toujours dans une situation où on ne peut pas, surtout comme personne blanche, là, on ne peut pas arriver et dire, ben moi, je pense que c'est ça qui va se passer. Puis, en même temps, on a des requêtes, par exemple, des gens du Sénégal, de dire, ben comment je peux faire telle chose, comment je peux amener telle solution. Puis tout ce qu'on peut montrer, en fait, c'est qu'est-ce que nous, on fait chez nous, mais on ne peut pas leur dire, ben voici, tu sais, chez nous, c'est comme ça, c'est chez vous, il faut que ça fonctionne comme ça. Mais il y a comme un équilibre entre, il y a des choses que vous me demandez, il y a des choses que vous ne savez pas faire par définition parce que s'il n'y a pas eu de recherche sur le cancer de la prostate, ben c'est tout nouveau. Moi aussi, quand j'ai commencé à faire de la recherche sur le cancer de la prostate, il y a des gens qui m'ont appris des choses. Tu sais, il y a un phénomène normal de mentorat dans la recherche qui ne peut pas être entaché finalement là, de dire, ben je te dis que c'est comme ça qu'il faut que je le fasse parce que c'est de même que ça marche. Tu sais. Fait qu'il y a toute cette humilité-là là, dont Geneviève a parlé souvent de pas dépasser là, les limites finalement là, que là, ici, j'entre en terrain que je ne connais pas. Pour moi, personnellement, je trouve pour gagner la confiance, la sensibilisation est primordiale ici. J'ai déjà fait quelques événements, mais je continue à faire. J'ai un autre pour le mois d'histoire des Noirs. J'ai un autre événement en Côte-de-Neige ce jeudi soir. Donc, on a besoin des ressources, des équipes pour faire ça dans une façon continuelle. Il y a plus, et c'est pas juste il y a à date beaucoup des personnes que j'ai rencontrées sont les gens qui sont nés ici à Montréal et toute leur éducation est ici. Donc, on a besoin de plus de ressources personnellement pour être capable d'aller lancer toutes ces informations dans les communautés pour donner les informations, mais également donner aux communautés la confiance que nous sommes là et on est capable de vous écouter et on est capable d'être là si vous avez besoin dans les hôpitaux et dans le contexte de recherche. Puis je pense que c'est ça, c'est d'être conscient qu'on est dans un... Je vais le redire encore, j'espère que vous n'allez pas me lancer des tomates, mais dans un système dans lequel il y a du racisme systémique, OK? Et puis... ça existe, c'est là, puis en fait, puis c'est même, le racisme est même internalisé, tu sais. Fait ça va toujours revenir, fait qu'il faut toujours être en humilité, il faut toujours être en questionnement, puis je pense qu'il faut se dire, on va aller ensemble lentement plutôt que d'essayer d'aller tout seul vite. Fait qu'il faut des coups de sonde, puis il faut toujours revenir, puis se poser la question, puis est-ce qu'on fait bien, puis comme Dominique disait, ça tire fort. Là, moi aussi, j'ai l'expérience en ce moment de travailler en santé mentale, mais au Togo, là, on n'est vraiment pas à la même place. Là. Quand quelqu'un ne va pas bien au Togo, c'est pas les mêmes ressources qu'on a. Puis c'est vrai que ce rapport de pouvoir-là aussi, de la colonisation, tout ça fait que, ben là, la médecine blanche, la façon dont ils vont me questionner pourrait m'amener à me rouler les épaules puis à sentir que j'ai les réponses, mais la réalité, c'est pas ça. Fait que c'est toujours de se ramener en position basse, de toujours vérifier puis de prendre le temps de questionner, mais quelles sont les ressources des gens, quelles sont les forces de la communauté, puis de célébrer ça, puis de mettre ça en valeur aussi. Fait que c'est vraiment cette position basse-là. Mais je pense qu'il faut vérifier 3 fois plutôt qu'on est dans la bonne direction.
On parle en ce moment beaucoup du concept de la médecine personnalisée. Pour moi, ce n'est pas uniquement une entité scientifique, pour moi c'est une entité d'attitude. Voilà. Avoir des patients qui sont issus d'immigration, d'avoir en tant que médecin blanc des patients noirs, c'est en première ligne un appel d'appliquer la médecine individualisée, de comprendre la situation de l'autre, de briser les a priori d'une relation qui est perçue comme autoritaire et de faire l'autre accepter que je suis là pour t'aider. Et sans cette notion de médecine individualisée, ça ne marche pas. Voilà. Donc, il faut comprendre l'autre pour pouvoir faire du chemin ensemble. Merci pour la question. Je suis conscient qu'on a dépassé largement le temps. Je vous remercie de votre patience. Régent, tu peux toujours poser ta question. Et Gérardo aussi. La prochaine conférence démarre à 11h. Donc, on a un petit peu de temps, si vous nous accordez un petit peu de temps. Merci. Je suis très heureux d'être ici. Merci de m'avoir tordu le bras pour venir parler. Je peux peut-être juste en 3 points, juste donner ma perspective de chercheur. C'est assez récent que je suis vraiment plus directement impliqué dans la recherche qui implique une meilleure compréhension de la maladie qui est le cancer dans mon cas, avec le prisme justement de l'origine géographique ou ethnique. Et j'ai eu beaucoup à réfléchir dans les dernières semaines, parce que ça fait un an et demi que j'essaie de construire quelque chose avec mon collègue Jean-Marc Bourque, qui travaille beaucoup dans ce domaine-là aussi. Là, finalement, j'ai déposé une demande de subvention il y a 2 semaines. Merci immensément à Annie Agnew pour tout ton travail en général et certains de mes collègues ici qui ont été impliqués. J'ai dû me poser des questions et j'ai dû faire face à 3 constats, juste pour aller, je vais essayer d'aller rapidement, pour rebondir un peu sur ton point, que je dirais peut-être plus un défi systémique qui demande un effort. Les gens, je crois à la bonne volonté des gens, mais ça demande un effort. Il faut comprendre les dynamiques, il faut communiquer, il faut dialoguer. Et ça, je voudrais faire un immense merci que je peux faire en public à Québec Inclusif et la Maison de Patricia qui m'ont permis de mieux comprendre les enjeux et de bien les formuler dans ma demande de subvention et de mieux les conceptualiser dans mon cerveau. Et ça a été franchement un bel apprentissage. Une des choses, un deuxième point que je vais aller rapidement, nous, on se pète les bretelles, Saïma et moi, qu'on co-dirige une biobanque de cancer du sein, qui a 5500 patientes dans notre biobanque de cancer du sein. Les dames ont consenti à notre biobanque qu'on puisse utiliser le matériel biologique. Selon ce qu'on a documenté, on a 16 patientes qui sont noires sur 5500, ce qui n'a aucun sens, c'est pas ça du tout. C'était... Jusqu'à pas longtemps, c'était tabou de poser la question sur l'origine ethnique ou géographique à un patient ou une patiente. Ça pouvait être discriminant et ça, Dieu sait que le passé justifie ça jusqu'à un certain point. Mais maintenant, on veut comprendre la maladie parce que la maladie n'est pas pareille selon quelqu'un parlait d'un bassin génétique tantôt. Alors, moi, comme immunobiologiste, je veux les comprendre, ces dynamiques-là. Je veux pouvoir les assimiler puis pouvoir, dans le futur, proposer quelque chose pour les patients, les patientes, en fonction de leur réalité, selon leur origine géographique, ethnique. Je termine en disant que... c'est quoi mon 3e point? Bon, j'ai échappé mon 3e point. Mais enfin, tout ça pour... Je ne sais pas, je n'ai pas de questions. Tu m'as invité à venir... Pour moi, c'est nouveau. Le 3e point. C'est ça. Et encore une fois, en parlant avec la Maison de Patricia et d'autres patients, je pense qu'il y a un gros défi qu'on a on peut bien étudier la biologie, on peut bien proposer des essais cliniques et des recrutements, mais après ça, il faut atteindre les populations. Et il y a des réalités culturelles, il y a des réalités de toutes sortes de formes. Et si les patients n'embarquent pas dans ce qu'on veut proposer, et ça, encore une fois, la solution, c'est de travailler avec les groupes, comme moi, avec la Maison de Patricia et d'autres, pour favoriser la discussion puis l'explication pour qu'on achète ce qu'on propose. Donc, c'est un peu ça que je voulais dire. Tu m'invites à partager le fond de ma pensée, mais je trouve ça extrêmement intéressant et motivant
de ce qui s'en vient dans les prochaines semaines. Moi, en tout cas, moi, pour ma perspective personnelle et grâce à mes collègues aussi avec qui je travaille étroitement. Donc, merci. Merci infiniment, Régent. Gérardo voudrait dire quelque chose, oui? C'est le dernier, je promets. Je félicite l'Axe Parce Cancer pour sa on n'a présence. pas toujours la chance de les avoir tous en même temps. Donc, je pense que c'est J'ai rien important. préparé, mais tu es tellement bon à faire bouger les choses que, écoute, merci aux panélistes. La recherche que vous faites, c'est très important et ça me touche beaucoup. Moi, je suis d'origine cubaine. Et à Cuba, la plupart des familles, on peut trouver des gens de n'importe quelle couleur. Si vous allez à ma famille, il y a des gens comme Christian, des gens comme Dominique et des gens comme Mme Canu. Alors, il y en a de toutes les couleurs et on est tous métis. Alors, je ne sais pas si dans ces métissages, on a pris les maladies des noirs et des blancs ensemble, ou peut-être on pense qu'on est protégé parce qu'en se mélangeant, on a moins de, ce qu'on appelle en jargon génétique, moins de gènes récessifs. Alors, mais ça va arriver probablement aussi au Québec. Les gens vont se mélanger. Ils vont avoir, comme Christian disait, la médecine personnalisée sera importante parce que quelqu'un a l'air blanc, ça ne veut pas dire qu'il va pas avoir de gènes noirs et il va avoir des problèmes, des maladies associées. Alors, c'est ça qu'il y a. Merci. Merci Gérardo. Merci à vous toutes. Merci aux panélistes.